Pendant que les prochaines personnes arrivent, écoutez, au nom du réseau Santé Qualité, de toute l'équipe dont je vais donner les noms, donc au nom de toute l'équipe, on vous souhaite vraiment une belle année. Il faudrait couper le micro, s'il vous plaît. Merci. On vous souhaite vraiment une belle année 2023, pleine de projets personnels et professionnels. Pas forcément que de la certification, mais aussi dans le cas des évaluations des pratiques professionnelles, mais surtout des projets personnels. Donc une très belle année. Voilà, le réseau qualité et la structure régionale d'appui, on est à votre disposition. Essayez plutôt de me rappeler, essayez de me rappeler lundi. Ou mardi, ou mercredi, voilà. Et donc vraiment une très belle année riche pour tout le monde, voilà. Au réseau qualité, c'est plusieurs personnes qui animent le réseau et qui sont dans le réseau, qui sont à votre soutien. Donc, il y a Élodie Ducrot qui est ingénieure qualité, voilà, sur Amiens. Madame Noël Vidal qui est chargée de mission paramédicale sur la structure régionale d'appui, mais qui est aussi qui vient des soins et qui est cadre de santé. Ça, c'est pour l'équipe d'Amiens. Et puis, sur la partie Armentières, Laurine Dutoit, qui est ingénieure qualité et sécurité des soins. Mélanie Chatry pour la partie formation responsable du développement de la formation, mais qui est aussi ingénieure qualité dans le cadre du médico-social. Nous avons Sarah Mejdar qui est à la communication, qui nous a rejoint il y a un petit peu moins d'un an maintenant, qui est là aussi pour le relais, les SES qualité. On est aussi à votre disposition pour les SES qualité. Il y a Camille Dallery qui est assistante de direction et qui répond à l'ensemble aussi de vos questions. N'hésitez pas à la contacter pour l'ensemble de vos demandes. Et puis moi-même en tant que responsable, donc Cédric Corvoisier. Donc voilà, c'est un plaisir écouter de vous avoir avec nous. Reste en expertise et en soutien le docteur De Cohen, qui est le médecin coordonnateur médical sur les risques associés aux soins. Voilà, je vous propose que je regarde mes collègues, je regarde Madame Vidal. Je pense qu'on va commencer. Voilà, donc merci de bien couper vos micros. Vous pouvez laisser vos caméras allumées. Vous disposez aussi, soit pour intervenir, de lever la main. Alors, peut-être attendre que le support s'enclenche au moment des grandes phases. Vous pouvez lever la main pour poser vos questions. Sinon, vous avez toujours le chat, voilà, les petits post-it qui, vous pouvez aussi poser vos questions à travers ce chat. Nous avons donc enregistré, nous allons enregistrer donc cette intervention qui se fera à deux voix. Madame Vidal, en prenant sa casquette de chargée de mission paramédicale sur la structure régionale d'appui, et puis moi-même sur ce qu'on a appelé donc la maîtrise du chariot d'urgence dans l'enceinte de votre établissement. Ça fait référence notamment à un critère impératif, on le verra ensemble, de la Haute Autorité de Santé. Diapo suivante. Alors, très rapidement, on va revoir les points clés sur la certification, mais ça, on va passer très rapidement, mais juste pour vous rappeler le référentiel, la réglementation, c'est important. Dans une seconde phase, vous verrez, on fera un focus sur la gestion de la prise en charge des urgences vitales. Il y aura à l'intérieur de ce focus deux volets. Un volet, quels sont les attendus au niveau de l'HAS, et puis après un volet sur la mise en œuvre. Et puis en même temps, nous vous avons créé une grille d'observation terrain, justement pour et la mise en place, et après évaluer sur le terrain la mise en œuvre effective de cette maîtrise des urgences vitales au sein de votre établissement. Et puis derrière, ce sera suivi d'un échange. J'ouvre et je ferme tout de suite une parenthèse, mais qui semble très importante. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le numéro d'appel unique. Je vous propose qu'on fasse ce débat et cet échange en fin de présentation et non pas pendant la présentation. Nous avons eu énormément de messages ou de demandes à ce sujet-là, et donc je vous propose sur ce numéro unique que l'on en discute en fin de ce webinaire. Diapo suivante. Alors, les sources, on s'appuie notamment sur forcément le manuel de certification, différents guides,
le référentiel, hein, donc on vous a mis les liens, et donc les documents sources sont issus des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. Et puis, vous savez que le réseau santé qualité appartient à la FORAP. Hein. La FORAP, c'est la Fédération des réseaux qualité de France, des structures régionales d'appui. Et nous participons donc au groupe de travail de certification et nous faisons remonter donc à la HAS aussi les modifications nécessaires dans le cadre de ce manuel ou différents travaux. Diapositive suivante. Donc, le référentiel, nous avons remis le lien et donc on va s'appuyer désormais sur le nouveau référentiel V 2023 qui vient de sortir. Hein. D'ailleurs, mes collègues précédemment, au mois de fin décembre, vous ont fait un webinaire sur les nouveautés qui sont sorties, notamment nouveautés sur l'éthique, la partie contention, entre autres. N'hésitez pas à nous voir regarder, hein, il y a eu quelques modifications et notamment sur les critères impératifs. Diapo suivante. Le référentiel, j'y reviens pas, vous le connaissez, hein, et donc concernant donc le chariot d'urgence, nous sommes allés directement piocher sur les attendus de la Haute Autorité de Santé. Un critère, forcément, hein, le critère sur les chariots d'urgence s'appuie toujours sur la partie, notamment à droite, de référence. Nous les verrons après. Diapositive suivante. Donc dans ce manuel de certification, il y a 15 objectifs, on ne va pas les relire, et notamment, hein, il y a 17 critères impératifs, ce qui a intitulé d'ailleurs la Haute Autorité de Santé, les choses que l'on ne veut plus voir. Sous-entendu, l'établissement doit être conforme à 100% aux critères. Hein. Et parmi ces 17 critères impératifs, il y a un critère qui s'appelle le 3.6-05. Alors, dès qu'on voit le chiffre 3, ça veut dire que c'est l'établissement hein, qui doit porter l'action et le sujet. Et notamment, un des critères qui s'appelle « L'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut se confronter ». Donc, c'est le critère qui est la page 70 du manuel. Suivant. Notamment, je vais faire un rappel très rapide sur les thématiques du chapitre 1. Pourquoi c'est important, notamment dans le cadre du chariot d'urgence, de tenir compte en fait des objectifs qu'on retrouve au niveau du patient, hein, notamment sur l'information du patient, sur l'association aussi du patient, voilà, dans le cadre des prises en charge des urgences. Diapositive suivante. On retrouvera notamment sur le chapitre 2, hein, qui concerne notamment des thématiques qui doivent être travaillées par les équipes de soins, et notamment 4 objectifs. Et il y a un objectif qui est un peu plus précis, qui est notamment les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique, et notamment hein, les urgences vitales hospitalières ou intra-hospitalières font partie de cette liste-là, hein, et notamment sur la prise en charge des urgences vitales. Donc, lorsque vous devrez travailler le critère impératif sur les chariots d'urgence, il va falloir regarder, je dirais, un critère cousin qui est sur l'objectif, les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique. Effectivement, donc ce manuel est à double lecture. Diapositive suivante. Et donc, nous arrivons au dernier, en déclinant donc ce critère, notamment, on retrouve, notamment au niveau des urgences vitales, un critère qui est assez précis, notamment au niveau des salles de naissance. Les équipes maîtrisent les risques d'hémorragie du postpartum immédiat. C'est pour ça que d'ailleurs la HAS, dans le cadre des salles de naissance, souvent tire au sort un parcours traceur sur les thématiques de l'accouchement, dont l'accouchement à risque. Et donc, le risque hémorragique du postpartum immédiat fait partie intégrante du critère sur la prise en charge des urgences vitales. Donc voilà déjà un des premiers critères hein, aussi à travailler en lien avec les chariots d'urgence, qui est le critère 2.3-20. Il reste un autre critère qui était important, pardon Madame Vital, si vous pouviez remonter en sens inverse. Il reste un des critères aussi, moins concerné, mais notamment pour l'hospitalisation à domicile. Ne pas oublier qu'à l'hospitalisation à domicile, il va falloir aussi mettre en place un système de la structure, hein, la capacité d'intervention de la structure, et notamment, hein, alors c'est des choses qui sont assez simples, hein, c'est la mise en place des numéros de téléphone de la structure ou des urgences au domicile du patient dans le cadre de l'HAD. On y reviendra plus tard. Diapositive suivante.
Et donc, chapitre 3, l'établissement. Donc, c'est bien la gouvernance, c'est bien l'établissement qui doit porter le sujet des urgences vitales. L'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux établissements auxquels il peut être confronté. Donc, cet objectif-là doit être travaillé avec les 2 autres critères que nous avons vus précédemment. Ce n'est pas un critère unique, mais c'est un critère qui est indissociable des 2 autres critères que nous avons vus précédemment du chapitre 2, notamment en HAD, si vous en avez, et sur le risque d'hémorragie postpartum, si vous avez une salle de naissance. Diapositive suivante. Et donc, sur la liste des 17 critères impératifs, si vous regardez bien, c'est bien le dernier critère qui concerne l'ensemble de l'établissement. La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l'enceinte de l'établissement. Vraiment, c'est l'ensemble de la structure qui est concerné. Diapositive. Parmi les 17 critères impératifs, comme je vous l'ai dit, ce que l'on ne veut plus voir au sein de l'établissement, c'est-à-dire qu'il va falloir être conforme et actif à 100% sur ce critère. Je vous rappelle, et ce qui est noté dans le référentiel de l'HAS, si une évaluation de l'un de ces critères, donc des 17 critères impératifs, est négative, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification de l'établissement. Le plus souvent, lorsque un critère impératif ne répond pas, vous ne répondez pas aux attentes du critère impératif, il y a le déclenchement d'une fiche anomalie, et notamment ce déclenchement est apprécié par l'expert visiteur sur 5 points. Si le risque généré a un impact sur le patient, si on serait sur des pratiques qui seraient inhabituelles ou alors des pratiques péjoratives qui seraient habituelles et qui ne seraient pas conformes, et où la connaissance de l'établissement sur cette situation, à savoir si la gouvernance n'a pas connaissance du risque, s'il ne s'est pas intégré à la gestion des risques, ou derrière, s'il y a des mesures déjà conservatoires qui sont mises en place. Dans tous les cas, l'expert visiteur, lorsqu'il déclenche une fiche anomalie, et notamment sur ces critères impératifs, il y a un argumentaire qui est partagé avec l'établissement afin d'éclairer cette décision, et notamment au moment des débriefings du matin ou du soir. Diapositive suivante. Nous vous avons mis en ligne, vous verrez, de simple clic, nous avons mis en ligne donc, les fiches pédagogiques et notamment la fiche pédagogique qui a été révisée récemment sur l'évaluation de la prise en charge de l'urgence vitale en établissement. Vous cliquez sur le lien et vous accédez sur la fiche pédagogique de l'HAS si vous voulez des compléments d'information supplémentaires. Diapositive suivante. Les attendus. On va rentrer réellement maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on attend de l'établissement concernant la maîtrise du chariot d'urgence au sein de son établissement, la maîtrise de l'urgence vitale. Trois axes d'orientation importants concernant donc cette maîtrise de l'urgence vitale. Le premier, passer à la culture de résultat. Sous-entendu, 100% des chariots d'urgence doivent être conformes et actifs. Ou alors, effectivement, vu le nombre de questions, la mise en place d'un numéro de téléphone unique ou d'un dispositif ou d'une organisation qui permet à tout moment de se contacter. Deuxième point, le développement de la pertinence des soins. On va un peu le développer, notamment à travers effectivement, la prise en charge des urgences vitales dans un établissement. Il faut le tester. Donc, des systèmes de simulation à mettre en place. Tester à blanc, à l'aide de mannequins, etc., que son dispositif est bien mis en place. On y reviendra avec quelques exemples. Et puis derrière, renforcer le travail en équipe. Une simulation se fait en équipe, avec le médecin, avec les IDE, dans le cadre de formation, avec les pharmaciens pour le contenu, etc., etc. 3 points importants. Travailler sur l'urgence vitale vous permet d'obtenir des résultats concrets, de travailler sur la pertinence des soins, la simulation, et puis surtout de renforcer le travail en équipe. Derrière, il va falloir être simple, simplifier ses tâches, notamment dans le contenu ou l'utilisation des chariots, par exemple, ou le numéro de téléphone, et puis s'adapter, la possibilité ou pas d'avoir un numéro de téléphone unique ou de l'organisation qui sera à mettre en place. Diapositive suivante. On va décrypter le critère. Alors, décryptage du critère, que dit la Haute Autorité de Santé? Donc, on a bien un critère, le 3.6-05. Critère 3, ça veut dire que c'est l'établissement qui est concerné et donc la prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l'enceinte de l'établissement. Pour chaque critère, vous avez un intitulé et sur la partie gauche, les éléments d'évaluation et sur la partie droite,
vous avez les références de la Haute Autorité de Santé, les références légales et réglementaires, mais aussi les autres références, notamment celle de l'ASFAR, de la Société française d'anesthésie et réanimation. Lorsque vous allez travailler avec votre gouvernance ou votre comité de pilotage, avant de commencer, je ne peux que vous conseiller de vous emparer des références et de lire donc la réglementation en vigueur au moment de commencer pour revoir vos procédures ou protocoles en interne. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, diapositive suivante, c'est de bien lire au niveau du critère, de bien lire les objectifs et notamment au niveau du périmètre. Les urgences vitales dans l'enceinte de l'établissement, ça concerne le périmètre de tous les secteurs de soins. Quand on parle de tous les secteurs de soins, il faut aussi entendre depuis l'accueil, depuis le moment où le patient passe les portes de l'établissement, le bureau des entrées, les couloirs, mais c'est aussi le trottoir au moment de l'enceinte de l'établissement, les parkings, enfin bref, le public. Bref, c'est tout le monde, les patients, les visiteurs, les soignants, tout le monde donc, est concerné dans le périmètre de l'urgence vitale. Enfin, concernant l'objectif, l'HS est très précise. Toute urgence vitale de patients, du public, de professionnels dans l'enceinte de l'établissement est prise en charge rapidement par des professionnels compétents. Nous vous rappelons, au sens strict de l'ASFAR, que l'urgence vitale, entre guillemets, c'est l'arrêt cardio-respiratoire ou défaillance aiguë vitale. C'est la définition de l'urgence vitale et pas une autre. Et enfin, la définition, c'est un système, un dispositif aussi qui comprend la formation des professionnels et pour être précis, pour être compétent et réactif à prendre en charge l'arrêt cardio-respiratoire ou la défaillance aiguë vitale. Bref, pour résumer, c'est être conforme aux recommandations de l'ASFAR. Donc voilà ce que nous demande en termes de champ d'application et de définition ce que prévoit la HAS. Diapositive suivante. Si vous regardez un peu plus, si on regarde un peu plus les éléments d'évaluation, notamment en termes de gouvernance sur la partie gauche, la partie grisée qui est marquée gouvernance, ce qu'on attend de l'établissement, c'est d'avoir un comité de pilotage, un COPIL, enfin un groupe de travail qui valide notamment, alors avec documents preuves, avec compte rendu à l'appui, en termes de suivi, il faut que ce comité de pilotage ou ce groupe de travail qui est en charge, qui a la charge des urgences vitales, valide notamment une composition pluridisciplinaire et notamment médecins, pharmaciens, responsables de secteur, cadre de santé, IDE, IAD, administrative, et notamment, ne pas oublier nos collègues du service technique du système d'information. Je vous rappelle, il faut un numéro unique, peut-être aussi des dispositifs de backup ou aussi le dossier du patient est important. Il faudra définir votre urgence vitale intra-hospitalier propre à votre établissement. Alors, la définition de la HAS est précise. Il va falloir la décliner et la communiquer au sein de votre structure. Lister les professionnels compétents pouvant être appelés, et notamment H24, ou dans le cadre de garde ou d'astreinte ou pas. Définir un numéro unique. Un plan de formation inclut l'assimilation en santé. Lister le matériel nécessaire, chariot par chariot, sac, défibrillateur, bouteille d'oxygène. Valider ensemble de façon pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle le contenu de ce chariot, tant au niveau des médicaments, des dispositifs médicaux réutilisables ou à usage unique, la partie gaz, défibrillateur, mais aussi les périmés et les dates de péremption. Sachant qu'une date de péremption, c'est à vérifier tous les 6 mois, mais on peut très bien aussi raccourcir ce délai. Bref, il faudra de principe uniformiser vos chariots d'urgence ou votre dispositif, il faudra l'uniformiser. C'est une partie sécuritaire, comme ça on est tous d'accord sur les mêmes règles. Toutefois, on a mis quand même cette mention, il faudra quand même laisser le choix pour certaines spécificités de service. Alors, à titre d'exemple, le docteur De Cohen nous a mis, par exemple, les patients qui sont trachéotomisés, qui peuvent être nombreux dans un service, donc il va falloir peut-être prévoir des canules de rechange ou en quantité suffisante. Un autre point, côté professionnel, si vous regardez sur la partie gauche, sur la partie éléments d'évaluation au niveau des professionnels, c'est le deuxième point en dessous de la gouvernance.
Eh bien, une fois que ce dispositif est en place et qu'on est tous d'accord sur la composition de ce chariot d'urgence et de son utilisation et qu'on a commencé les formations et la simulation, eh bien, il va falloir agir et tracer en équipe. Je dis bien en équipe. Ce n'est pas que le responsable de secteur ou que la cadre. C'est la cadre, l'IDE, l'IAD, enfin, c'est l'ensemble de l'équipe qui doit agir et tracer. Bref, rendre visible le numéro d'appel unique. Il doit être disponible sur les chariots, dans le PC infirmier. Mettre en place un dispositif de contrôle ou d'autocontrôle de ces chariots, minimum une fois par mois, et voire même sur les défibrillateurs tous les jours. Enfin, continuer à sensibiliser, stimuler l'équipe, et notamment sur l'urgence vitale, et notamment faire des répétitions et des tests à blanc. Et enfin, ne pas oublier d'inclure dans le dispositif les nouveaux arrivants, tant au niveau formation que sensibilisation ou d'implication dans le dispositif. Diapositive suivante. Il reste un dernier point, la partie observation. Que dit la chaise sur les éléments d'évaluation? La partie observation, en bas à gauche, la partie grisée. Bref, s'évaluer. La chaise souhaite que les établissements s'évaluent régulièrement. On vous a dit une fois par mois. Je réinsiste sur s'évaluer en équipe. C'est un gage de sécurité, notamment pour les nouveaux arrivants. Alors, vous verrez, ma collègue Noël Vidal va après vous décliner cette partie de checklist et d'autocontrôle. Ne pas hésiter à faire des tests à blanc, désigner un ou plusieurs évaluateurs à tour de rôle, discuter en équipe pour agir, corriger. Bref, ça fait aussi partie du retour d'expérience. Et puis derrière, mettre en place aussi des grilles d'observation du chariot d'urgence. Vous verrez, on va aussi vous montrer quelques exemples et on vous fournira quelques exemples. Et puis, si le chariot a été utilisé, et c'est le plus important, si le chariot a été utilisé dans le cadre d'un arrêt cardio-respiratoire, par exemple, post-prise en charge du patient, ne pas hésiter à débriefer en équipe, le tracer, faire du retour d'expérience, revoir ses fiches réflexes. On vous rappelle, on va vous montrer après un outil, chaque établissement peut développer des réponses, des moyens pour atteindre l'objectif. Certains vont développer plutôt des sacs ou des armoires. Sincèrement, ça vous appartient après en termes de moyens d'en faire état face aux experts visiteurs du moment que vous êtes conforme et actif. Et puis, ne pas hésiter aussi de faire un focus pour l'HAD, notamment la disposition des numéros d'appel ou autres dispositifs qui peuvent être mis en place au niveau de l'hospitalisation à domicile. Diapositive suivante. Donc, quelles sont les attentes des experts visiteurs? Et je laisse la parole à ma collègue, donc Madame Vidal, sur la partie soins. Merci, Monsieur Corrosier. Donc, je poursuis donc effectivement avec des modalités qui vont être peut-être un petit peu plus pratico-pratiques pour votre quotidien. Donc, on s'est bien sûr aidé de la fiche pédagogique qui a été travaillée par l'HAS, ce mémo qui est très utilisé par les experts visiteurs pour savoir quels sont les critères qui vont être évalués, mais qui est un mémo très pratique également pour les établissements de santé et qui sont à votre disposition. Il y a d'ailleurs le lien qui sera directement en ligne. Donc, l'élément d'évaluation premier, ça va être bien sûr l'existence de la procédure d'alerte. Ce n'est pas forcément le plus simple, on le voit de par les accompagnements que l'on peut faire ou par vos questions très régulières que nous pouvons avoir. Cette procédure d'alerte, elle commence avant tout par la mise en place d'un numéro unique qui peut parfois être difficile à choisir, à mettre en place. Voilà, c'est vraiment les expériences, votre organisation de terrain, votre expertise, vos analyses internes, vos tests qui vont permettre de savoir si votre numéro unique est adapté. Il peut y avoir effectivement des petites différences. Par exemple, si on est sur un service où il y a de la pédiatrie, peut-être que ce numéro unique doit avant tout aller vers le pédiatre pour après décliner un logigramme d'appel de renfort, en fait. Mais tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est à désigner en interne, à travailler en interne avec le COPIL qui existe dans votre établissement. L'important, c'est ce qu'on vous disait déjà, c'est vrai que vous le disiez déjà auparavant, c'est que ce dispositif, ce numéro d'alerte, il soit
numéro unique soit connu et maîtrisé par tous les soignants, que chacun sache quel est son numéro, quel est le numéro interne à l'établissement, et s'il y a des spécificités, par exemple, comme je vous disais, pour la pédiatrie ou parfois également pour la réanimation, où on sait qu'on a toujours un réanimateur sur place, donc pourquoi aller appeler quelqu'un d'autre. Mais voilà, tout ça doit être bien connu et maîtrisé par les soignants. Il faut vraiment garder en tête que l'important, c'est de bien connaître la définition et de savoir derrière cette définition comment on va adapter le plan d'action. Donc là, la définition, c'est vraiment le numéro unique, c'est pour toute situation où la vie du patient est en danger imminent et où il y a un risque de décéder faute de soins rapides et adaptés. À partir de là, vous allez pouvoir effectivement définir les rôles et les missions de chacun, organiser dans un logigramme les numéros qui peuvent être utiles pour apporter effectivement un renfort si besoin. Et puis, comme je vous disais, que ce logigramme soit connu de tous. Ce qui était dit effectivement aussi précédemment, c'est qu'on va adapter aussi selon les sites. En HAD, la règle en général va être de bien dire au patient, de l'écrire très visible pour le patient et pour sa famille, qu'en cas de problème, ils font le 15. Voilà. Mais tout ça, ça doit être vraiment très lisible pour pas que le patient se retrouve en difficulté s'il se passe quelque chose. Et puis, pour les sites géographiques isolés, là, la situation est encore un peu plus complexe. Qu'est-ce qui va être le mieux de mettre en œuvre? Quel numéro pourrait répondre rapidement? Qui sera le plus à même de répondre le plus rapidement et le plus adapté pour répondre à l'urgence vitale? Et puis, il faut bien repréciser que ce numéro unique va être destiné à tous, que ce soit le patient ou le non-patient. Hein. Le professionnel de l'établissement peut malheureusement faire un malaise, un arrêt cardiaque, ou un visiteur. Donc vraiment, il faut bien travailler en ce sens, que ce numéro puisse répondre à tous les besoins d'urgence vitale. Et puis, bien sûr, avoir une signalétique qui est affichée et un chariot d'urgence qui est visible pour pouvoir très vite retrouver quel est ce numéro d'urgence vitale et où est-ce que je peux trouver le chariot. Par exemple, si je suis dans un couloir devant les ascenseurs, où est-ce que je peux trouver un téléphone, un chariot d'urgence vitale et le numéro que je dois faire. Voilà, donc sur les postes de soins, dans les couloirs, sur les postes téléphoniques qu'on peut trouver parfois dans les halls, sur le parking. Enfin, voilà. Il faut vraiment penser à tout ça. Quelques éléments d'évaluation qui peuvent être évalués au niveau de la gouvernance. Ça va être des questions que l'on peut poser, au fait, que l'expert visiteur peut poser au niveau de la gouvernance. Est-ce que d'abord, eux connaissent le numéro? C'est un point important déjà. Est-ce qu'eux connaissent le numéro? Est-ce qu'ils peuvent définir le dispositif qui est mis en place? Est-ce que c'est un dispositif général ou est-ce qu'au contraire, justement, il existe des cas particuliers sur certains secteurs? Qu'est-ce qui a été mis en place en termes de gestion des dispositifs médicaux et médicamenteux? C'est-à-dire quelle a été la position de l'établissement sur la mise à disposition des DAE, sur la mise à disposition de sacs ou de chariots, sur le groupe COPIL, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu mis en place avec les pharmaciens, les services biomédicaux, etc. Et puis, est-ce que ce groupe a bien travaillé en collaboration avec les réanimateurs ou les anesthésistes ou le SAMU, la pharmacie, pour définir quelle est la composition du chariot d'urgence et puis comment va se mettre en place le suivi des matériels. Donc, voilà, c'est pas dire dans notre établissement, on a mis en place un chariot d'urgence avec ça, 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 ça. Si votre numéro unique renvoie vers un anesthésiste, mais que cet anesthésiste ne sait pas ce qu'il y a dans votre chariot d'urgence et n'a pas l'habitude de travailler avec ces drogues-là, ça peut les mettre en difficulté. Donc, veillez à ce que justement, il y ait bien une concertation entre ce que vous avez dans votre chariot et la personne qui va répondre, enfin la personne, le professionnel qui va décrocher pour l'urgence vitale. Pardon. La liste, elle doit exister. Hein. C'est pas chaque service a un chariot et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est voilà, il y a une liste qui définit vraiment ce qu'il y a dedans.
On fait attention aux drogues qui peuvent être mises au réfrigérateur, hein. Il faut bien penser qu'ils doivent être mis à l'écart dans le réfrigérateur. Le mieux, c'est dans une boîte avec dessus marqué que ce sont les médicaments réservés à l'urgence, à la médecine d'urgence. Et puis, entre eux, ils doivent être séparés. Par exemple, si vous avez de l'acétocurine, de la somatuline, du tracrium, tout ça est bien compartimenté dans la boîte, hein, mais pas tout ensemble, comme une pharmacie. Et puis, bien sûr, on demandera à la gouvernance quelles sont les modalités de formation des professionnels. Est-ce qu'ils ont leur FGSU? Comment est gérée la formation? Est-ce qu'il y a d'autres formations autres que la FGSU? Est-ce que les simulations sont mises en place? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment bien. Et puis, au niveau des personnels, pareil, hein, l'expert visiteur va rencontrer les professionnels et puis leur poser des questions pour savoir s'ils connaissent bien le dispositif d'alerte, quel est leur numéro en cas d'alerte, est-ce qu'ils connaissent les signes de l'urgence vitale, c'est-à-dire qui va les pousser à faire ce numéro unique. Et puis, ils peuvent très bien aussi leur demander, qu'est-ce que vous faites en cas d'étouffement, en cas d'inconscience, en cas d'arrêt cardiaque, en cas d'hémorragie. C'est ce qui ressort de la dernière version de la certification, du manuel de certification, hein. Voilà, ils peuvent vraiment rentrer dans le détail de la conduite à tenir. Autre élément d'évaluation, ça va être le matériel, et notamment le chariot ou le sac en lui-même. Est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il est scellé? Qui le contrôle? Quand est-ce qu'il est contrôlé? Alors, qui le contrôle? Attention, parce que c'est vrai qu'on a vu pendant un temps où, alors je ne sais pas, peut-être ça se fait encore sur certains établissements, mais il y a un référent du chariot d'urgence. C'est cette personne-là qui contrôle tous les mois le chariot d'urgence. Sauf que, attention, parce que là, vous créez le risque que la personne, elle n'est pas forcément là le jour où un patient fait un arrêt cardiaque. Et la personne qui n'a jamais contrôlé le chariot d'urgence, du coup, ne connaît pas le chariot d'urgence et va être en difficulté pour retrouver le matériel à l'intérieur du chariot. Donc, quand est-ce qu'il est contrôlé? En général, c'est tous les mois, hein. Il n'y a pas de modification par rapport. Enfin, c'est ce qui est le plus préconisé. Comment est composé le chariot? Donc, quand il va aller l'expéditeur dans l'établissement et dans le service, il va regarder s'il retrouve bien la liste de composition du chariot. Et puis, il va également regarder qu'est-ce qui est contrôlé et comment c'est contrôlé. C'est-à-dire, est-ce qu'on contrôle bien les péremptions, bien sûr, hein, première étape. Le stock, est-ce que toutes les boîtes sont remplies? Est-ce qu'il ne manque rien? Est-ce que, enfin voilà, si les stocks sont bons. La stérilité des emballages, souvent, hein, en tant que soignant, on a les produits qui arrivent de la stérilisation, mon tiroir il est trop petit, mais je tasse, et puis je ferme. Sauf que attention, parce que l'emballage risque de plus être stérile, hein. À partir du moment où on a froissé l'emballage, on peut casser la stérilité de l'emballage. On va regarder comment est évalué, contrôlé le fonctionnement des matériels. Par exemple, le matériel d'aspiration qui peut être sur le chariot, la lampe de laryngoscope, hein, souvent c'est oublié. Le ballon, est-ce qu'il est bien contrôlé, ce ballon? Est-ce qu'il est prêt à l'emploi? Parce que des fois aussi, il revient de la sté, mais il n'a pas été monté, donc il reste en 1000 morceaux dans le tiroir. Et puis l'obus d'oxygène, est-ce qu'il a été vérifié? Est-ce qu'il est plein? Voilà, enfin, tout ce qui peut être sur le chariot. C'est pas tout de regarder, il ne va pas que regarder la liste en disant oui, c'est bon, le chariot il est contrôlé tous les mois. Non, il va vérifier ce que vous contrôlez. Le défibrillateur, hein, bien sûr, point important. On va regarder s'il y a des tests qui sont faits, s'il y a une maintenance qui est prévue, et puis ce que les branchements et les patchs sont disponibles. Ensuite, sur quel support est réalisée la traçabilité de la vérification du fonctionnement du chariot? Parce qu'on a vu aussi des chariots d'urgence sur 3 roues. Du coup, c'est quand même moins pratique de courir vers le patient qui est en arrêt cardiaque, hein, quand le chariot ne roule pas. Il va vérifier. Si tu veux. Pardon. Il va vérifier également la traçabilité des médicaments, hein. Est-ce que tous les médicaments sont bien tracés? Et la traçabilité, si elle est bien notée, la traçabilité de vérification des matériels. Il va regarder sur quel support vous avez tracé vous notez la traçabilité de l'utilisation du chariot d'urgence et le motif. Votre chariot d'urgence peut être ouvert pour raison d'urgence vitale, mais peut être ouvert
parce que vous êtes sur un contrôle mensuel ou parce que vous avez un retour de la pharmacie, parce que vous avez fait une commande, parce que un médicament était périmé, par exemple. Donc, c'est important de le noter. Et puis, comment elle est assurée la remise en fonction du chariot après son utilisation, pardon. Ou alors s'il y a eu des produits périmés. Voilà. Comment ça s'est remis en fonction ce chariot? On voit souvent en fait qu'effectivement l'infirmière elle a fait le contrôle, mais donc elle a noté en commande adrénaline, hein, je vous dis médicament au hasard, et puis finalement nous quand on vient effectivement observer le chariot et ce qui est dedans, ben, on se rend compte que ben oui, le premier du mois, la commande d'adrénaline a été faite, sauf que là nous on arrive, on est le 15. Est-ce que l'adrénaline a été remise ou pas? On ne sait pas. Est-ce qu'elle a été commandée? Oui, on le voit, mais on ne sait jamais si on ne sait pas si elle est revenue dans le chariot. Alors effectivement, on peut s'aider de la scellée, hein. Est-ce que le numéro scellé est bien le même que celui qui a été posé lors du contrôle? Mais voilà, c'est pas suffisant. Il faut vraiment savoir, hein, parce que c'est pas entre le 1er et le 15 que l'adrénaline arrive, il peut se passer plein de choses. Et puis, on vérifie également s'il y a des maintenances qui ont été prévues et qui sont faites régulièrement pour tout le matériel. Éléments d'évaluation autres, on vous disait tout à l'heure, ça va être la formation des soignants et des non-soignants. Des formations sur la procédure d'alerte en elle-même, hein. Est-ce qu'ils ont été formés à leur procédure d'alerte? Depuis quand ils sont formés? Est-ce qu'ils ont des formations régulières pour les remettre pour ne pas oublier, en fait? Et puis, est-ce qu'ils ont déjà réalisé des exercices? L'expert visiteur peut poser une question du type bah, « là, je m'effondre, qu'est-ce que vous faites ?» Voilà, pour savoir un petit peu quelle va être la réactivité du soignant. Et puis, bien sûr, hein, on vous le disait avant, on va demander aux soignants ou aux non-soignants, hein, ça peut être au niveau des admissions, hein, on le disait tout à l'heure, par exemple, hein, ou d'un personnel technique, hein, c'est tout à fait parce qu'il peut être à même aussi de découvrir un patient ou un visiteur dans le couloir par terre, hein. Donc, il va demander à toute personne travaillant dans l'établissement de lui définir l'urgence vitale. Qu'est-ce qui va lui permettre de dire que là, le patient est en situation d'urgence vitale? Deux définitions peuvent être retenues, hein, par la HAS, c'est-à-dire si le soignant, si la personne, si le professionnel sait lui répondre que c'est une personne en situation de détresse parce qu'il y a hémorragie sévère, parce qu'il y a un asthme grave, une obstruction des voies aériennes supérieures, une réaction allergique grave, voilà, qui peuvent conduire à un arrêt cardio-respiratoire. C'est vraiment là l'importance, hein, il y a une situation d'urgence qui peut aller très vite vers un arrêt cardiaque du patient. Ou alors, une définition qui sera sur la situation où la vie du patient est en danger imminent et il y a un risque de décéder faute de soins rapides et adaptés. Voilà par rapport à la formation des soignants. Et puis, bien sûr, les éléments d'évaluation qui vont être de plusieurs types, hein. L'évaluation du dispositif d'alerte en lui-même, avec des tests patients virtuels qui vont permettre de savoir comment réagit le professionnel du site, hein, du service, comment il détecte, comment il alerte, s'il connaît la ligne d'alerte, et puis on va tester la ligne d'alerte, hein. L'expert visiteur peut faire le numéro de la ligne pour tester la réponse, le délai de réponse au téléphone, et puis on va tester aussi le délai d'intervention. Et puis après, bien sûr, il y a toute la partie évaluation du chariot d'urgence en lui-même. Et puis, on peut utiliser aussi, pour améliorer ces pratiques, les indicateurs, par exemple, le nombre d'agents formés ou les indicateurs IQSS sur l'hémorragie du postpartum. On évalue la prise en charge de l'arrêt cardiaque, hein. S'il y a un arrêt cardiaque dans un service, de débriefer. Déjà, c'est important pour l'équipe parce que souvent, c'est des situations qu'on ne rencontre pas souvent, hein, dans un service, hein. Bien sûr, ça dépend quel service, mais en tout cas, moi, j'avais l'habitude de débriefer avec les soignants après un arrêt cardiaque parce que souvent, l'aide-soignant se dit « bah mince, j'ai pas fait ça bien, pourtant j'avais su, je l'avais vu, mais là, je savais plus, etc. » Donc, c'est déjà important de débriefer avec eux pour voilà, les réconforter dans ce qu'ils ont fait et comment améliorer les choses. L'important, c'est ça, c'est de comment améliorer les choses pour qu'ils le vivent mieux sur une prochaine fois. Et puis, d'évaluer, bien sûr, la coordination entre les acteurs.
L'analyse, bien sûr, également des événements indésirables et événements indésirables graves en faisant des rétextes. Et puis derrière, comment va être mise à jour la procédure. L'expert visiteur peut regarder effectivement quelle est la date de mise à jour de la procédure et de voir si par rapport au rétex ou aux évaluations qui ont été faites, cette procédure a été remise à jour. Alors pour s'évaluer, le mieux, c'est, on vous le dit depuis tout à l'heure, c'est de faire régulièrement des patients virtuels. C'est assez facile à faire. Et puis, ça peut aller, voilà, ça peut aller très vite de le faire. On donne un exemple, hein, vous êtes au 3e étage, en service de gastro, et il y a un patient d'un arrêt cardiovasculaire dans le couloir. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et là, vous attendez que l'aide-soignante, la SH, le technicien, voilà, toute personne à qui vous voulez faire des micro-formations, sache vous répondre. Ensuite, on vous disait tout à l'heure, on vous a créé une grille d'observation du chariot d'urgence que je vais lire avec vous. Ça va s'ouvrir. C'est parti. Non, ça va le faire. C'est bon. Ça a ramappé. C'est bon pour vous? J'entends personne. Je ne sais pas si vous voyez. On voit bien le tableau, peut-être un peu plus gros? Le gros. C'est parfait. Non? Ouais. Donc cette grille, elle a été créée donc, par le réseau, hein, bien sûr. Elle peut être adaptée pour vous en interne. Elle concerne le SAC et le chariot d'urgence. Et puis, voilà, après l'établissement, il appartient à l'établissement de développer d'autres moyens pour répondre aux critères, hein, bien sûr. Ceci n'est qu'un exemple. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est au niveau de l'établissement lui-même, hein, est-ce qu'il existe bien un comité de pilotage qui est actif, un numéro unique d'urgence vitale qui est communiqué et qui est affiché, un numéro d'appel direct est rapidement identifiable pour les professionnels pour joindre directement un médecin habilité à intervenir en cas d'urgence, hein. On revient sur cette définition de vers qui on peut envoyer ce numéro d'appel direct. Le chariot d'urgence, il est aisément et rapidement accessible aux professionnels concernés. On a tous, je pense, un jour vu dans notre service de soins un chariot d'urgence au fond de la salle, derrière la paillasse, avec un drap dessus pour ne pas le salir. Non, ça ne fait pas partie des recommandations. Le chariot d'urgence, il doit être visible et on peut facilement le sortir d'une pièce. Si on veut le laisser dans une pièce. L'idéal, c'est de pouvoir le mettre dans un couloir, mais parfois, ce n'est pas forcément pratique. Dans les couloirs, il n'y a pas forcément toujours de place pour les mettre. Le circuit des commandes et de réapprovisionnement est défini, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On utilise un médicament ou, par exemple, on utilise le ballon oxygène. Dans quel délai la stérilisation, si vous fonctionnez avec la stérilisation, ou dans quel délai le service de la pharmacie va pouvoir vous redonner un ballon stérile pour remettre dans le chariot d'urgence. Une urgence, bien sûr, on n'en a pas forcément tous les jours. Pourtant, enfin, ce qui n'empêche que moi, j'ai déjà vu avoir 2 urgences la même journée. Donc, si le chariot n'est pas réapprovisionné tout de suite, ça peut mettre rapidement en difficulté. On évalue également le responsable du secteur, est-ce qu'il planifie bien des formations pour ses agents? Et puis, la formation continue, est-ce qu'elle prévoit des formations régulières aux gestes de première urgence? Et puis, les exercices de simulation, est-ce qu'ils sont bien réalisés? Dans le service en lui-même, le chariot d'urgence est aisément et rapidement accessible aux professionnels. Donc, sur la question précédente, on était plus au niveau de l'établissement lui-même. Est-ce qu'un visiteur ou quelqu'un qui n'est pas du service concerné peut rapidement trouver un chariot d'urgence? Et là, on est vraiment dans le service de soins lui-même. Est-ce que le chariot est accessible et facile à trouver? Le numéro d'appel, il est affiché. La dotation du chariot d'urgence, elle est formalisée, hein, je vous parlais tout à l'heure de la liste qui est disponible et visible. La dotation du chariot d'urgence, elle est complète, il ne manque pas de médicaments dans le chariot. Le défibrillateur est posé sur le chariot d'urgence et sa localisation est indiquée sur ce dernier. Il peut arriver dans certains établissements
que le défibrillateur soit mutualisé pour 2 ou 3 services parce qu'ils sont au même étage. C'est quand même un coût, hein. Tout le monde n'a pas pu acheter pour l'instant, tout le monde, des défibrillateurs. Et donc, du coup, il est important que l'aide-soignante du service je dis au hasard, hein, du service de gastro, c'est qu'il faut qu'elle aille au service d'hématologie qui est en face pour pouvoir avoir son défibrillateur. Donc ça doit bien être notifié. La bouteille d'oxygène, elle est pleine et présente ou à proximité immédiate de celui-ci. Le chariot est scellé. Le numéro de la scellée correspond à celui qui est indiqué sur la dernière vérification. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les motifs d'ouverture sont retrouvés. Le chariot et la bouteille d'oxygène sont vérifiés au minimum tous les mois et après chaque utilisation. La vérification du chariot d'urgence, elle est tracée. Alors, pourquoi vérifier après chaque utilisation? Je reviens sur ça. C'est parce que, en général, on sait ce qu'on sort du chariot, mais bon, c'est dans l'urgence, donc on peut déjà, en tant qu'infirmière, oublier, hein. Et puis, en général, on est aussi plusieurs. Et moi, j'ai déjà vu des réanimateurs se servir directement dans le tiroir parce qu'ils connaissent le chariot, hein, les réanimateurs. Ils se servent et du coup, c'est à la fin, quand on jette les ampoules, qu'on se dit, ah ben tiens, je n'avais pas vu qu'il avait sorti telle ampoule, hein. Ça arrive, hein. Quand ils arrivent, des fois, quand il y a un problème de coordination et qu'ils arrivent là à plusieurs, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la coordination, c'est très important. La vérification du chariot, elle est tracée, ça j'ai mis. La traçabilité reprend le nom, prénom, date et signature de la personne qui l'a vérifié, et puis s'il y a des produits en commande. Le chariot d'urgence, les produits en commande. Le chariot d'urgence est vérifié par des professionnels de santé concernés par son utilisation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le système de rotation, il est vraiment important. Il faut éviter que ce soit toujours la même personne qui vérifie le chariot d'urgence. Le défibrillateur et le respirateur sont vérifiés selon la procédure en vigueur. Le chariot est propre et nettoyé au moins une fois par mois, parce que le chariot d'urgence, son but, c'est de pouvoir servir de plan de travail quand on va arriver dans la chambre du patient. Donc, si le chariot et le plan de travail est sale, c'est pas très pratique. Le chariot, il n'est pas encombré. Pareil, hein, si on ne peut pas sortir le chariot parce qu'il y a trop de choses dessus, hein, ou que sur le chariot il est petit, mais entre la boîte à aiguilles, les compresses, enfin tout ce qu'il peut y avoir dessus, finalement, je ne sais pas où me positionner, où me placer pour préparer mes seringues, c'est pas pratique non plus. Les conditions de stockage des produits de santé sont adaptées, avec des boîtes qui sont fermées, des conteneurs qui sont sécurisés. On fait attention à la conservation du froid, hein, les médicaments qui doivent être au réfrigérateur sont mis au réfrigérateur. On vérifie qu'il n'y a pas de produits périmés, hein. Quand on fait un audit du chariot, il ne faut pas se dire c'est bon, le chariot a été vérifié telle date, il n'y a pas de périmé dedans. Non, l'expert visiteur le fera, hein, il ouvrira le chariot et regardera dedans s'il y a des périmés. Donc faites-le vous aussi. Et on ne vous demande pas de tout regarder, mais des fois il suffit d'en sortir un et c'est malheureusement pas le bon. Et puis, donc, les conditions de transport des produits sont sécurisées, c'est ce que je vous disais. En HAD, on vérifie bien sûr que les familles ou le patient a les consignes du numéro, hein, qui il doit appeler si besoin et quelles consignes particulières on peut lui donner. Est-ce qu'il y a un sac d'urgence qui est disponible dans le véhicule? Quelles sont les conditions de stockage des produits de santé? Est-ce que c'est adapté, hein, en plus, en HAD, hein, il fait froid, il fait chaud dans les véhicules, donc voilà. Et est-ce que les boîtes sont bien fermées? Est-ce que les containers sont sécurisés? Et de même, la conservation du froid. Et puis, les conditions de transport des produits de santé sont adaptées. Ben, c'est 2 fois la même. Ah ben, j'ai fait un double. Voilà, un petit peu. Bien sûr, cette grille, il ne faut pas Non, c'est pas un dire doublon, c'est un sur le stockage et un sur les conditions de transport. Ah, pardon, oui, les conditions de transport des produits. On avait J'ai dit pas mis mes ceci. lunettes. Donc, une, c'est les stockages et l'autre, bien sûr, c'est le transport des produits. Est-ce que c'est adapté? Merci, Cédric. Bien sûr, le tout, c'est de ne pas faire un audit, hein, du chariot, de la prise en charge de l'urgence vitale. L'important, c'est dès qu'on voit une anomalie, on réagit très vite pour que cette anomalie ne reste pas dans les habitudes des soignants.
Donc, on réagit très vite et on remet en place des axes d'amélioration adaptés. Pour la grille. Pour aller plus loin, il y a d'autres méthodes, hein, l'audit système, bien sûr. Là, nos collègues, Élodie ou Laurine, souvent vous mettent à disposition des audits, des webinaires, dont un qui est sur l'audit système. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, donc, je vous ai juste remis la méthode, hein, mais bien sûr, venez nombreux au webinaire. On a les grilles Calista. Alors, bien sûr, pour la prise en charge de l'urgence hôpitale, elle n'est pas très complète, mais voilà, sachez que quand vous voulez faire des évaluations internes, vous pouvez utiliser les grilles Calista. Voilà, en cochant, en choisissant en fait votre type d'audit système. Et puis, voilà, ça va vous générer des réponses en oui/non, hein, et puis vous aider derrière à vous évaluer très rapidement. Et je termine, à moins on va peut-être passer sur des questions maintenant. Oui. Alors, il y avait différentes questions, Noël. On va répondre, hein, je les prends du coup dans l'ordre, mais certains on a déjà répondu. On avait une question sur l'hospitalisation à domicile. Effectivement, si on reste strictement sur le critère 3.605, hein, qui était la maîtrise de la prise en charge de l'urgence vitale, effectivement, l'HAD n'est pas concerné. Par contre, côté l'hospitalisation à domicile, hein, je rappelle qu'il est impératif qu'il y ait les numéros de téléphone au domicile du patient et que le patient, en cas de problème, puisse appeler l'HAD. Et s'il n'arrive pas à joindre l'HAD ou que la réponse ne peut être immédiate, à ce moment-là, il sait que le patient il peut faire le centre 15, l'appel du 15 pour pouvoir justement gérer l'urgence. Donc voilà. Pareil, hein, des dispositifs vont être mis en place, notamment au minimum, hein, le petit sac d'urgence tel que l'a décrit Noël dans la grille que vous retrouverez. Donc voilà, c'est au minimum à mettre en place aussi pour l'hospitalisation à domicile. Donc effectivement, au sens strict, hein, la maîtrise de l'urgence vitale au sein de l'établissement, l'HAD, n'est pas concernée, sauf par contre pour la prise en charge du patient en cas d'urgence. Là oui, vous rentrez dans ce champ. Une autre question, est-ce qu'on va envoyer la grille Excel? Bien sûr que oui. Alors, Le on va PowerPoint, la grille. le PowerPoint, la grille et le replay. Attention, nous vous mettons quand même un warning. Cette grille a été construite par des professionnels et nous-mêmes. Il convient d'adapter la grille aussi en fonction des moyens que vous avez mis en place. Exemple, si vous n'avez pas des chariots d'urgence, mais des sacs, il va falloir que vous adaptiez la grille en fonction des moyens que vous avez mis en place. Première remarque. Et puis deuxième remarque, vous avez vu que dans la grille, nous avons mis les critères impératifs en rouge. Par contre, ce sont forcément des questions, des critères d'observation qui sont forcément obligatoires. Donc après, vous prenez entre guillemets vos responsabilités si vous supprimez cette partie d'évaluation. D'accord? Mais nous vous enverrons donc cette grille Excel. Bien entendu, comme outil d'audit ou d'autocontrôle. On avait une autre question. Est-ce que l'expert visiteur peut tester le numéro de téléphone unique? Ah ben oui, et il ne va pas s'en priver. Il va voir si ça fonctionne à tout moment, jour et nuit. Hein, et surtout, je vous rappelle que pendant les visites de certification, il y a aussi des rencontres avec les professionnels de la nuit. Donc oui, bien sûr, ce téléphone va être testé. On n'avait jamais eu cette question, Noël. Est-ce que le numéro de téléphone unique peut être utilisé par les patients? Alors non, ce numéro de téléphone unique, il est dédié en interne pour les professionnels. En cas de problème, les visiteurs ou les patients forcément s'adressent aux professionnels de santé qui sont formés, qui sont à même après d'utiliser ou pas le numéro de téléphone unique ou de prendre les dispositions nécessaires en fonction de la définition de l'urgence vitale qui est un arrêt cardio-respiratoire. Donc voilà. Alors, comme ce numéro de téléphone unique, de toute façon, il est affiché, il est visible,
de toute façon, si c'est des numéros de téléphone internes à 4 chiffres, je ne vois pas comment le patient pourrait, mais voilà, il se peut qu'il puisse aussi l'utiliser, donc il n'y a pas non plus de restriction, mais normalement, ce numéro est dédié aux professionnels. Noël, tu es d'accord avec Oui, oui. hein, Ça me semble difficile pour le patient de pouvoir l'utiliser. Voilà. Oui. On a aussi, qu'est-ce que je mets? Alors, on a une question sur le matériel, par exemple, sur les défibrillateurs, est-ce qu'ils doivent être contrôlés, tous les jours? Alors, pareil, hein, je vais vous faire une réponse de la palisse, hein. Il faut voir en fait avec, votre service, biomédical. Il y a des défibrillateurs, qui sont à contrôler tous les jours. Alors normalement, on le contrôle tous les jours, hein, mais certains dispositifs maintenant médicaux, fait que, voilà. Donc à voir avec, le service biomédical tous les jours, oui, mais tout dépend encore une fois, hein, des moyens, des dispositifs que vous avez mis en place. Donc je ne peux répondre forcément, un grand oui ferme et définitif à cette question. Mais oui, pour les dispositifs, les défibrillateurs standards, c'est oui. Une remarque peut-être, Noël, là-dessus? Non, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment le biomed, hein, qui saura dire c'est quoi la Matériel dépendant. réglementation. Alors, je vous dirais que c'est à vous, à la limite, de définir aussi vos règles en interne en fonction des moyens que vous disposez, hein, c'est toujours pareil, hein. Il faut définir, c'est pour ça qu'on vous a mis que ce groupe de travail doit définir des règles communes. Il faut se parler, définir des règles communes. Est-ce qu'on peut utiliser la liste, le contenu du chariot d'urgence, la liste de ce contenu du chariot d'urgence, comme aussi une liste, alors je vais reprendre les termes exacts de notre collègue. Très bonne question. Ouais, est-ce que le cahier de contrôle, effectivement, hein, comprenant la liste des composants du contenu du chariot, vaut comme liste de composition, faut-il faire une liste indépendante? Très bonne question. Eh bien, encore une fois, tout dépend de votre organisation. Ceci dit, si vous utilisez le contenu du chariot d'urgence comme montant aussi votre autocontrôle pour les périmés et tout, oui, mais pareil, à un moment donné, si votre contenu change, il faut conserver la traçabilité pour bien montrer que vous vérifiez tous les mois votre chariot. Sachant que de toute façon, lorsque vous ouvrez votre chariot d'urgence, pour un contrôle ou pour l'utiliser au lit du malade, il va falloir noter le motif et justifier le motif d'utilisation. Donc, c'est à vous de trouver. Alors, certains établissements font une liste à part et puis recueillent sur une autre liste le contrôle qu'ils en ont fait. D'autres utilisent le contenu de la liste pour noter les périmés et le motif d'utilisation. C'est à vous de définir des règles communes, définir des règles communes, pardon. Oui, Noël? Souvent, ce que j'ai vu, moi, c'est la liste qui est dans la procédure, en fait. Voilà. Et puis sur le chariot, il y a la fiche de traçabilité, enfin la liste qui est redéclinée avec des cases permettant de remplir Voilà. les notions de traçabilité. C'est en fonction de votre organisation, vous trouvez la meilleure adéquation, la meilleure règle qui convient en termes d'utilisation. Voilà. Alors, on ne peut que conseiller, au plus on multiplie les listes, au plus c'est difficile de mettre à jour, au plus c'est difficile de les suivre. C'est ça. Donc le mieux, c'est d'avoir un tout en un, c'est l'idéal, jusqu'à l'utilisation, le motif. Hein, pareil, je vous rappelle que sur du coup cette liste, on peut même remettre le numéro de scellé, qui a fait le contrôle, etc. Et on peut essayer de tout mettre sur la même fiche, hein, sur certains établissements aussi, on l'a vu. Et puis il nous reste la question qui revient assez souvent, hein, qui nous a été beaucoup posée. Alors je vérifie. Le numéro unique. Alors, j'y viens, hein. Alors, est-ce qu'on pourra envoyer la présentation? Oui. Alors, si le personnel compétent découvre une urgence vitale, exemple infirmière, doit-il appeler le numéro unique alors qu'il va gérer l'urgence vitale? Ben oui, parce que l'infirmière ne va pas pouvoir toute seule gérer l'urgence vitale. Elle a besoin d'un médecin qui va lui prescrire les premiers drogues. consignes.
lui donner déjà les premières consignes le temps qu'il arrive, et puis derrière, après, arriver et puis faire les Si prescriptions. on est sur effectivement. une urgence vitale, c'est que le patient il est en arrêt cardiaque, hein, donc, enfin, ou risque de se mettre rapidement en arrêt cardiaque. Donc l'infirmière va préparer son chariot pour que dès que le médecin arrive, il puisse intuber si besoin, passer de l'adrénaline si besoin, mettre l'oxygène. Enfin voilà, donc ouais, elle va pas pouvoir tout gérer de toute façon. Elle a besoin, ouais, elle a besoin du médecin, hein. Alors, une autre question, comment définissez-vous le médecin habilité à intervenir en cas d'urgence vitale? Alors, quand on dit un médecin habilité, mais on aurait pu dire aussi une infirmière habilitée, en fait, c'est la personne qui aurait reçu la formation, qui a eu la formation à l'urgence vitale. Donc voilà, c'est ça qu'on parle d'habilitation, à l'instar de ce qu'on a aussi en radioprotection, par exemple. C'est exactement hein, la même idée. Donc voilà. Après, il y a un terme qui est utilisé, c'est le médecin qui est reconnu aussi, hein. Donc c'est le médecin, c'est la fonction qui est reconnue à intervenir en cas d'urgence vitale. Oui, c'est ça. C'est peut-être moi qui n'ai pas mis le bon mot, peut-être, quand j'ai dit habilité. C'est peut-être moi qui ai dit habilité, alors que je voulais dire qui aura la réponse Oui, la plus adaptée, en fait, hein. C'est peut-être moi qui ai fait un. non, ouais. qui- Bon, ça peut être aussi des fois dans certaines structures, hein, on peut avoir aussi un médecin traitant qui vient et qui n'est pas forcément au fait, qui n'est plus forcément au fait de l'urgence vitale, qui a peut-être besoin à nouveau d'une formation, d'une petite révision sur les points clés. Donc à nouveau, il va se refaire habiliter, hein. C'est le concept du DPC en fait quelque part. Donc voilà. On a des remerciements pour toute l'équipe. Voilà, je le dis en passant. Merci à vous. Partage d'expérience. Dans notre établissement, nous utilisons pour différencier le chariot d'urgence complet ou non en fonction d'attente de repotage ou suite à une urgence, deux clips sécurisés de couleurs différentes, ce qui alerte le soignant suite au contrôle matin et soir. Donc du coup, ça permet de voir si le chariot d'urgence, il est complet ou pas. C'est pas mal ça comme idée. C'est pas mal, ça, comme idée, oui. Très bonne idée. Ça Mm. permet du coup de faire un réassort rapidement. Oui. Ok, Bien. donc merci à cette personne pour cette très bonne idée. Concernant, alors, il y a quelqu'un qui veut poser une question orale, on va lui laisser la parole. Je reviens sur le numéro unique. Pour un établissement pavillonnaire, nous avons un numéro unique par bâtiment. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Les recommandations, c'est d'avoir un numéro de téléphone unique. Si maintenant, par bâtiment, vous avez défini un numéro de téléphone qui renvoie vers une personne, vers un soignant médical qui est formé et qui peut intervenir. Je vais vous dire, du moment que ça fonctionne. Moi, ma seule crainte, si vous êtes pavillonnaire, c'est qu'un soignant qui est dans le pavillon A, qui vient travailler dans le pavillon C, il faut qu'il soit au courant de ce numéro de téléphone. Voilà. Par exemple, hein, donc c'est votre dispositif d'accueil des nouveaux arrivants, etc. Et donc, en fait, il va falloir, si vous avez non pas un numéro de téléphone, mais 3, il faut vous assurer que ces numéros sont connus, reconnus, et il faut vous assurer que ce soit efficient à 100%. On comprend bien hein, que vous êtes dans le pavillon A et que vous faites un numéro de téléphone unique alors qu'il y a le pavillon C et qu'on ne peut pas intervenir tout de suite, on le comprend parfaitement. Donc, vous essayez de mettre en place un dispositif pour avoir la meilleure réponse dans les délais la plus rapide possible. Oui, Noël? Non, ce que je voulais dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est vraiment les analyses de vos événements, de vos pratiques, de vos tests qui vont vous aider à voir à n'importe quelle heure, hein, de tester une fois à 7 heures, une fois à 8 heures, une fois à minuit, pour voir si vraiment c'est la bonne solution. C'est difficile hein, vraiment de trouver la solution idéale. Donc, ouais, faut vraiment tester, hein. Mais voilà, le risque sur des pavillons différents, c'est effectivement que l'infirmière qui va dépanner ailleurs, hein, ce qui arrive de plus en plus souvent, elle se trompe de numéro. Donc, effectivement, hein, alors voilà, hein, dans l'idéal, c'est un numéro unique. Vous n'avez pas le choix, voilà, du moment que c'est fiable. Voilà, du moment que c'est fiable. C'est tout. Donc, l'expert visiteur, de toute façon, si vous faites des simus à blanc, voilà.
On a une autre question. Alors, Claire, je te laisserai la parole après. Combien de temps archiver les checklists de vérification des chariots d'urgence? Alors, si le chariot d'urgence y a été utilisé au lit du malade, il faut s'assurer qu'on retrouve bien dans le dossier patient hein, l'utilisation du chariot et la traçabilité. Bon, ça, c'est sur la prise en charge. Donc, ça, c'est le délai réglementaire de conservation des dossiers médicaux. Concernant l'enregistrement de ces checklists, ça suit ce qui a été défini dans. Alors, je ne peux pas répondre. Hein. C'est ce que vous avez défini comme règle d'archivage de vos enregistrements dans votre procédure des procédures, dans votre gestion documentaire. Donc, je ne sais pas, hein, certains établissements mettent 5 ans, d'autres 3 ans. Là, dernièrement, il y a eu au niveau de la stérilisation, tout ce qui est document d'enregistrement pour prouver que le matériel a bien été stérilisé. C'est sur des enregistrements qui durent 2 ans, par exemple. Vous voyez. Donc, il n'y a pas réellement de règles, ça dépend de votre procédure des procédures. Après, il Alors, faut garder un temps qui permet d'évaluer si tous les mois c'est bien effectué et que c'est pérenne. exactement. Il y a une année ça a marché, une année ça n'a pas marché. Donc il y a ça aussi qu'il faut analyser en fait. Effectivement. En Parce qu'il fait, il faut, faut à un moment donné, une fois par an, analyser effectivement l'utilisation du chariot, les motifs d'utilisation, débriefer en équipe, faire du retour d'expérience, modifier ses scénarios de simulation en fonction aussi de ce retour d'expérience. On a une autre question, Noël. L'appel doit être dirigé directement vers un médecin? Pour moi, oui, parce que c'est lui qui va permettre de donner les consignes, enfin, déjà d'analyser la situation, hein, et il va être le plus à même de poser le diagnostic et de savoir vers quelle orientation aller, en fait, quelle prise en charge adaptée. Une autre question, peut-on avoir un numéro sur un même site? Alors, un numéro unique pour les adultes et un autre numéro unique pour les enfants. Alors moi, je mets un point d'interrogation aussi. Je ne peux répondre, nous ne pouvons répondre à cette question. Tout dépend, de votre organisation. Moi, je me demande toujours pourquoi mettre 2 numéros de téléphone, du coup, sachant que je vous renvoie à la définition de l'urgence vitale, qui est un arrêt cardio-respiratoire. Voilà, après, on peut évoquer d'autres urgences, notamment au niveau pédiatrique, je veux bien, mais voilà, tout dépend en fait de vos risques, de votre analyse que vous en avez faite au sein de votre structure. Si vous estimez que 2 numéros de téléphone sont nécessaires, ok, du moment que ça fonctionne et c'est fiable. Voilà, et pareil, il va falloir Voilà. définir vos parcours, sachant qu'un enfant, jusque l'âge de 15 ans et 3 mois, c'est un enfant, donc considéré en pédiatrie, sauf qu'à 15 ans, des enfants ont déjà la taille d'un adulte et que du coup la prise en charge, voilà. Donc en fait, voilà, je ne peux répondre, on ne peut répondre à cette question, quoi. Moi, j'ai vu deux choses différentes, hein. La première, où c'est un numéro unique vers un réanimateur, et en fait, le réanimateur, lui, il n'a pas forcément la compétence pour un enfant de 3 mois. Du coup, dans la procédure, c'est appel derrière un appel à un pédiatre en renfort du réanimateur. Et j'ai vu sur un autre établissement le contraire, où on fait l'appel au pédiatre, mais dans la procédure, tout de suite derrière, il y a l'appel au réanimateur pour venir en renfort au pédiatre. Voilà, c'est vraiment à vous de voir en interne aussi qu'est-ce qui est le plus facile. Si la personne enfin, les personnes vers qui vous dirigez votre numéro unique se sentent capables de faire ou pas, et à quel moment elles disent ça on peut faire, mais moi j'aurais besoin d'un renfort, et dans ce cas-là, prévoir dans le renfort un tel, enfin un pédiatre, si c'est une hémorragie digestive, un gastro, enfin voilà, après de voir comment décliner le renfort en fait. Autre question, pour un SSR sans médecin, H24, 7/7, mais avec une ligne d'astreinte, le numéro unique peut-il être le 15 SAMU? Ah bah, alors là, si vous êtes sur une structure qui n'a pas de médecin H24, 7/7, est-ce que le numéro unique peut être le 15? Oui, de toute façon, le numéro unique, déjà d'entrée de jeu, quelle que soit la structure, c'est le 15. Bon. Sauf que le 15 ne peut pas être là immédiatement. Donc, d'où l'idée de ce numéro unique. Si il y a un appel sur ce numéro unique, c'est l'astreinte qui validera l'appel du C15 ou qui ne validera pas. Ce sont vos règles à définir en interne. Ces règles-là sont à définir en interne en fonction du type d'urgence vitale
Donc voilà, ce sont des règles à définir. Donc si vous estimez que dans le cadre d'une astreinte, lorsqu'on appelle l'astreinte et qu'on tombe sur l'astreinte, ça prendra trop de temps, c'est à vous de définir à ce moment-là qu'on bascule directement sur le centre 15. Ce sont vos règles à définir en interne. Autre chose à ajouter là-dessus, Noël? Non. Voilà. Il y avait Madame Bizio qui souhaitait poser plutôt une question orale, parce que c'était plus facile de le dire oralement que par écrit, si j'ai bien compris. Oui, Donc, je c'est laisse ça. la parole à Madame Bizio. Pour information, Madame Bizio, c'est notre vice-présidente du conseil scientifique. À vous, Madame Bizio. Bonjour. Oui, donc toujours par rapport à ce numéro unique. Là, on est à 4 autour de l'écran. En gros, je suis à l'administration, j'ai ma collègue à côté de moi qui est en train de mourir. Il va falloir que j'appelle le médecin qui, lui, même s'il est dans l'établissement, va envoyer une infirmière pour faire le travail. J'ai pas plus court, en fait, à appeler une IDE des personnes compétentes parce qu'on a tous des formations soit SST, soit FGSU, qui puisse prendre l'urgence et que après la personne qui est devant le cas et qui connaît, voilà, explique les choses au médecin. Non? Je vous ai perdu. Un peu. J'ai pas très. Est-ce qu'on peut. Aujourd'hui, moi je suis à Ouais, l'administration. ouais. Oui. J'ai ma collègue en train de mourir. Parce qu'en gros, c'est ça, hein, l'urgence vitale. Voilà, elle risque de mourir si on ne fait rien. Ouais. Je vais appeler le numéro unique, qui donc est un médecin, Ouais. pour qu'il me donne une conduite à tenir. Mais j'ai aucune formation. Il va Je suis venir. pas infirmière, j'ai Il va aucune venir. formation. Le médecin va venir tout de suite avec son sac d'urgence. Ouais. C'est ça, en fait, le but du numéro unique, c'est que la personne qui est appelée peut venir tout de suite avec un sac d'urgence ou un chariot. Et pourquoi pas, enfin, après c'est peut-être une question bête, mais pourquoi pas Non. une infirmière qui est sur place, enfin, forcément, Elle ne va pas et pouvoir qu'elle intuber le patient, l'infirmière. L'infirmière va pas pouvoir intuber le patient. Et puis, Elle va c'est pas pour pouvoir, ou même s'il n'y a pas besoin d'intuber, mais qu'il y a besoin de passer un médicament particulier, elle ne pourra pas le faire. Alors après, il y a. Elle va pouvoir faire ce qu'elle a appris en FGSU, c'est-à-dire commencer le massage cardiaque, pouvoir poser une perf, et encore si elle est toute seule, elle va pas pouvoir émasser et poser sa perf. Elle va pouvoir mettre de l'oxygène, mais si le patient est en arrêt, l'oxygène, ça marchera pas. Elle va être vite coincée, en fait, toute seule, l'infirmière. Alors, c'est pour ça qu'on disait, Claire, sur une des diapos, on mettait notamment la réglementation. L'HS a très bien fait pour chaque critère. Il y a le comment on s'évalue, mais surtout à droite, il y a une partie réglementaire avec les recommandations de bonne pratique ou les textes de loi. Mais ceci dit, la SPAR a émis des recommandations là-dessus. C'est le médecin qui prend la décision. Donc, en fait, du coup, derrière ce numéro, il y a un médecin. Le médecin prend la décision. Oui, j'arrive. Fais ci ou ça, commence par ci ou ça. Ou je suis déjà sur une urgence, fais le 15. C'est lui qui va prendre la décision. Ou je suis sur une urgence, il y a une infirmière qui arrive. Et si ça ne va pas, faites le 15. C'est lui qui va prendre la décision, d'accord, hein, donc voilà, c'est le médecin qui prend la décision. Je ne Mais sais pas si on a répondu à la question. Après, Oui, pardon, c'est Noël. pas faux, hein. Je veux dire, là où je travaille, hein, on en a parlé une fois un peu pour plaisanter, s'il se passe quelque chose, on sait que tu es infirmière, on t'appelle. Bien sûr, je suis à côté, je vais intervenir. Je vais pas laisser mon collègue mourir à côté de moi, c'est sûr. Mais pour autant, il va falloir qu'il fasse le numéro unique pour que moi, je puisse avoir du renfort. Toute seule, je pourrais pas gérer. Vous comprenez? Pas parce que je suis infirmière que je vais savoir tout faire. Oui, mais c'est sûr. Oui. Bon, après, c'est peut-être par rapport à l'organisation interne. Oui. Et, ouais. Hein, Oui, des fois, mais c'est vrai que voilà, mais c'est vrai que derrière ce numéro unique, il y a quand même cette notion de OK, j'appelle le médecin. J'ai une situation vécue, hein, on appelle le médecin est arrivé, le chariot du service concerné n'était pas complet, il n'y avait rien dedans, hein, pour tout vous dire. Du coup, on se dit, alors c'est après, hein, qu'on retravaille le sac d'urgence et on ne s'attend plus à ce qu'il y ait forcément un chariot, enfin bref, voilà. Mais c'est la notion de se dire, finalement, quand on monte, quand on va vers l'urgence, est-ce qu'il faut prévoir un sac ou est-ce qu'on aura bien un chariot? Est-ce qu'on va avoir besoin de renfort d'une infirmière, hein, selon, je ne sais pas, je suis sur un établissement où je sais que sur ce secteur-là, j'ai que un éducateur qui est présent à cette heure-là, ou un aide-soignant qui est présent à cette heure-là. Du coup, qui j'appelle
tout seul, je vais être en difficulté. Donc, qui je peux appeler en renfort? C'est toujours aussi cette déclinaison du logigramme, en fait, hein, du renfort, en fait, hein. C'est ça. D'ailleurs, ça suit un peu, il y a une autre affirmation, Noël, toi. Dans un établissement, pour les administratifs, c'est le 15 qui a été défini comme numéro unique. Mais cela n'a pas été accepté en visite de certification, car pas de numéro unique sur l'ensemble de l'établissement. Et pourtant, le délai d'intervention est plus rapide avec le 15 qu'avec notre numéro interne. Alors, effectivement, hein, on peut être surpris par ce type d'information, mais je vous rappelle que on est sur une structure hospitalière avec des professionnels, hein, on est sur le lieu de travail, et notamment dans ce cadre-là et dans ce contexte-là, en fait, là-dessus, hein, c'est au-delà du numéro de téléphone unique, c'est une décision médicale, en fait, d'envoyer les secours ou pas. Pareil, quand vous faites le 15 de chez vous, vous avez d'abord un régulateur et après, il y a une décision médicale ou pas de vous envoyer un véhicule. Il y a toujours derrière, il faut bien penser que au-delà du numéro unique, il y a une décision médicale. D'accord? Donc voilà. Donc dans tous les cas, même si c'est l'infirmière qui va arriver, qui va faire les premiers gestes, de toute façon, si vous êtes sur une structure de santé, il va falloir après, derrière, qu'il y ait une décision médicale. D'autres questions? Je vois, y a-t-il des établissements qui ont mis en place le 22-22? Oui, il y en a. On pourra peut-être même vous donner la liste. Oui, sans problème. Avez-vous d'autres questions? D'autres affirmations? Non, j'espère que nous avons été Il y a une main clairs. levée, Cédric. Ah, il y a des mains levées, pardon. Madame Vémel, peut-être? Oui, Madame Votre Vémel. micro Merci, est coupé. Laurine. Oui, bonjour, j'ai activé mon micro. J'aurais une question, c'est à savoir, est-ce qu'il est possible pour un infirmier d'injecter de l'adrénaline sur protocole d'établissement? Non, même si c'est une prescription anticipée, non, je pense pas, hein. Enfin, il faudrait qu'on vérifie auprès de notre médecin coordonnateur, mais Ouais. là, Oui. enfin, moi, pour avoir fait de l'AREA, jamais on s'est permis d'injecter de l'adrénaline sans présence du réanimateur, hein. Parce que derrière, ça peut entraîner enfin, d'autres complications cardiaques. Enfin, non, ouais, non. Si le patient il était juste en arrêt et que derrière, finalement, il défibrille, parce que l'arrêt n'est pas forcément lié à une défibrillation. Et donc, du coup, là, si le patient il se met derrière en défibrillation, il faut rechoquer. Enfin, c'est pas du tout les mêmes thérapeutiques qui vont être mises en place. Donc, je pense pas. Mais là, je suis pas médecin, effectivement. Ouais. Oui. Mhm. Ça, on va le noter. Moi, je suis Mhm. Noël, je suis normalement pas d'adré, l'IDE, pas d'adré, mais voilà. Ouais. Parce que c'est C'est- un vrai sujet qu'on rencontre actuellement, hein, c'est à savoir, voilà, est-ce que on protocolise sur un établissement psychiatrique l'injection d'adrénaline? Non, pour moi, encore une fois, c'est un acte médical. Il y a toute Ouais. une liste, hein, comme ça qui définit notamment. Pour moi, c'est un acte médical. C'est voilà. Parce que c'est pas fait en EHPAD. Il y a pas ça n'existe pas sur des EHPAD. Alors, l'EHPAD a quand même une réglementation qui reste à part, notamment même pour la délivrance des médicaments, hein, les aides-soignantes aussi, piluliers, etc., hein. Donc, il ne faut pas. Oui. Là, on est vraiment sur des établissements sanitaires, Madame Oui, Weber, hein. tout à fait. Mhm, D'accord? mhm. C'est pour ça permettre, que. la prescription, comme vous la décrivez, et ce que disait Madame, c'est une prescription anticipée, elle est bien faite dans le cadre pour une personne, c'est bien défini en amont. Alors qu'un protocole, du coup, c'est Mhm. large. Oui, Donc tout pour à fait. moi, dans le court séjour, il n'y a pas de protocole avec une administration de ce type de médicament adrénaline. On peut avoir une prescription anticipée pour un patient dans un contexte particulier, mais pas sur un protocole large comme ça. Oui, oui, oui. Ça paraît dangereux. Ouais. Oui. Bon, en tout Très cas, bien. en tant que formatrice, moi je suis formatrice FGSU et Mhm. les consignes qu'on dit toujours aux soignants, c'est de préparer, hein, parce qu'effectivement, le médecin qui va arriver, donc on prépare de quoi perfuser, si on a le temps, on le fait, on prépare, on masse, on pose l'embu, enfin voilà, on prépare ce qu'on peut, mais jamais on leur a dit qu'ils pouvaient injecter, hein. Non. Mais bon. Mais bon, Merci. à vérifier, on peut toujours vérifier de toute façon. Merci.
En HAD, alors là, très bonne question. C'est pareil, donc on a deux questions, on a une deuxième question subsidiaire qu'on posera. En HAD, comment fait-on pour le personnel administratif? Il faut savoir que en fait, l'hospitalisation à domicile, pour ceux qui ne le savent pas, l'hospitalisation à domicile, c'est souvent des antennes avec des structures physiques, des bâtiments. À l'intérieur de ce bâtiment, il peut y avoir ou pas une pharmacie interne, et puis derrière, il y a un système de planification, de gestion, et puis les infirmières aides-soignantes ou autres arrivent sur ce bâtiment, les véhicules, refont leur sac, font leur plan d'organisation des soins, et puis repartent. Donc, c'est un bâtiment qu'on pourrait qualifier, c'est un bâtiment sans patient, mais pour lequel il y a bien des professionnels qui travaillent dans ce bâtiment. Donc la question est j'allais dire à la limite toute bête, en HAD, comment ça se passe pour le personnel administratif? Faut-il un numéro unique? Eh bien, je ne sais pas. On n'y a pas pensé, donc on va poser la question. Alors, je dirais de façon bon sens, en fait, il faut afficher les consignes comme pour un bâtiment classique d'une entreprise. Il faut afficher les consignes en cas d'incendie, en cas d'urgence vitale, le 15, etc. Mais pour moi, il ne faut pas de numéro unique. Pour moi, il faut afficher, vérifier qu'on a bien toutes les consignes, d'afficher les extincteurs, etc., etc., quoi. Et les consignes d'appel classiques d'une entreprise classique, du fait qu'il n'y a pas d'accueil de public. Il se peut que sur certaines structures d'HAD, il y a bien un accueil du public. À ce moment-là, il faut mettre en place un numéro unique. Si vous avez un accueil du public avec des patients ou des soins, certains bâtiments d'HAD font aussi de l'accueil du public ou de la rétrocession. À ce moment-là, vous devez avoir un numéro de téléphone unique. Mais on posera quand même la question. En retour d'expérience, quels sont les professionnels prenant en charge l'urgence vitale en cas... Alors, attendez. Un retour d'expérience. Ah oui. Quelle est la fonction qui prend les appels dans l'établissement? Réanimateur, urgentiste, on peut aller plus loin, réanimateur, urgentiste, anesthésiste, etc. Ça dépend, en fait, encore une fois. Je vous renvoie à une diapo en disant que le groupe de travail pluridisciplinaire, pluriprofessionnel défini, avec la CME, définira justement si c'est plutôt des anesthésistes, des réanimateurs ou des urgentistes. C'est une... voilà. En règle générale, c'est des anesthésistes réanimateurs. Voilà. Mais c'est en groupe de travail avec la CME que ça se définit. Je ne sais pas, Noël, si tu as d'autres... Oui, non, c'est tout à fait ça. C'est vraiment à définir en interne, mais c'est vrai qu'il faut que la grande majorité sur les établissements qui avaient un service de réa, c'est le réanimateur qui prend. Alors, alors, il y a une question sur la manière dont les experts visiteurs vont aborder le numéro unique. Alors, quelqu'un a dit que le recours au 15 pour une partie de l'établissement n'avait pas été accepté. Est-ce que ça va être expert dépendant? Ah, effectivement. Si je reprends la question d'une de nos collègues, là, effectivement, qui se sont fait retoquer avec le 15, il y a des établissements qui disent on ne met pas de numéro unique, on ne peut pas, on n'y arrive pas. Et le numéro unique, l'établissement dit c'est l'appel du 15. Dans certaines structures ont été certifiées sans que ça pose problème par les experts visiteurs, et d'autres structures ont eu quelques soucis avec le centre 15, avec ce numéro unique. Ce qu'on fera, c'est qu'on remontera aussi l'information à la HAS. Voilà, pour éviter que ce soit expert dépendant. Donc voilà, pour aussi répondre à vos questions. Avez-vous d'autres questions? Il reste une dernière question à laquelle on n'a pas répondu. C'est Oui. quelle est la spécificité de ce 22-22? Noël? D'être un numéro unique, quoi. Enfin, voilà, d'avoir au moins un portail. C'est qu'au niveau des opérateurs, en fait, la spécificité
de mémoire, hein. Alors là, je dis de mémoire, mais on pourra essayer de retrouver aussi l'information un peu plus précise. Mais pour être vraiment spécifique, c'est que le 2222, c'est reconnu aussi par les opérateurs, que ce soit pour un numéro, c'est reconnu par l'ensemble des opérateurs. Et puis, on me fait savoir, parce que j'ai quelqu'un qui me sert aussi de ponce-bête et que je remercie, que ce 2222 est reconnu par l'ensemble des opérateurs, reconnu par l'ensemble des systèmes d'information et de téléphonie, et que c'est un numéro international connu de tous. Voilà pourquoi c'est le 2222. Je l'avais complètement oublié. Donc, je remercie la pas personne. du tout sur ça, en fait, moi. Si, c'est que c'est reconnu par l'ensemble des opérateurs, SFR, Bouygues, Orange, etc., par les opérateurs internationaux en Europe, et puis que c'est un numéro connu de tous. Donc, voilà aussi la spécificité. Je remercie. J'étais restée coincée sur le 2222 dans l'établissement où je travaillais. 2222, c'était un service de soins. Donc, du coup, je me disais, effectivement, si je fais le 2222, si on fait le 2222 avec le poste de soins, ça peut mettre en difficulté. Donc, c'est pour ça que j'étais restée bloquée sur ça. Effectivement, et l'une de notre collègue, elle dit que c'est reconnu par l'ASFAR et que c'est validé dans l'Europe, hein, effectivement, par l'ensemble des opérateurs. Voilà. Merci pour, vous voyez, comme quoi, en retour d'expérience, on a besoin de tous. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et donc, je fais un gros clin d'œil et un grand merci aux personnes qui nous ont du coup soufflé la réponse. Y a-t-il d'autres questions? Bien. Là, je pense que nous pouvons donc clôturer ce webinaire en disant qu'il y a quand même quelques rendez-vous à noter dans vos tablettes. Il y a le PAM. Alors, que veut dire le PAM? Patient en auto-administration médicamenteuse. 20 janvier 2023. Il reste des places, c'est gratuit sur Amiens. Formation RMM en Simu Santé, c'est gratuit. Le 16 janvier, la semaine prochaine, il reste quelques places, c'est gratuit. Simulation santé sur Amiens. Webinaire sur l'identitovigilance, qui est un faux ami. Identitovigilance, l'identification du patient tout au long de sa prise en charge. Le 19 janvier, on vous attend nombreux. Pour nos adhérents, ceux qui sont adhérents, dans le cadre du pack adhésion, pareil, c'est gratuit pour les adhérents. Vous vous connectez. Mes super collègues vont vous faire un petit rappel sur la méthode du patient traceur, sur tout ce qu'il ne faut pas faire et sur tous les points clés à réussir pour que ça marche. Autre aussi, donc ça c'est le 27 janvier. Notez sur vos tablettes le 10 février la méthode de l'accompagné traceur dans le médico-social. Voilà, ça c'est pour nos collègues du médico-social, mettre en place l'accompagné traceur, hein, c'est le patient traceur, mais dans le médico-social. Et pour nos adhérents, venez nombreux, 10 février, toujours en webinaire, sous un format assez rapide, hein, comme on vient de le faire. Le 2 février, il y a une formation mettre en œuvre la démarche de gestion des risques médicamenteux en établissements médico-sociaux pour personnes âgées. Il reste des places aussi le 2 février. Et puis, la démarche de gestion des risques médicamenteux, pareil, par contre, là, non pas pour les personnes âgées, mais les personnes handicapées, c'est le 28 février 2023. Donc, allez sur notre site. Les inscriptions se font en ligne, sinon sur contact@rsqr-hdf.com. Nous vous remercions et vous souhaitons un bon courage et un bon appétit. Merci de votre présence. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.